Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, chers amis. J'aimerais, avec cette petite vidéo, vous raconter des bouts d'histoire qui semblent qui pourraient sembler ne pas être reliés, mais vous allez voir que en utilisant quelques chemins comme ça, quelques chemins de traverse, toutes ces histoires se rejoignent. Je vais revenir sur le serpent à plumes et le fox terrier à poil ras. Le serpent à plumes, c'est le plumitif Sansal, pour qui son nom est devenu l'affaire essentielle de l'intelligentsia, de l'oligarchie française. Vous savez que chez les Grecs, je vous l'ai déjà dit, mais l'oligarchie, c'était la racaille. Ça l'est encore aujourd'hui, quelqu'un. Mais vraiment, c'était une caste de bandits, de crapules, on va dire de pédophiles, là aussi, parce que la Grèce, il y avait un peu de tout ça. C'était la caste donc d'infréquentables. Aujourd'hui, elle se veut très grande, aristocratique, mais aussi c'est un peu une espèce de racaille quand on voit le nombre de racailles en col blanc mis en examen, dont même un ex, hélas, président. Bref, chers amis, et l'autre côté, le fox terrier à poil ras, alors le serpent à plumes, c'est le Sansal, qui tous les jours prend 10 ans. Hein. Si on écoute Driancourt, celui qui a une détestation, une fixette sur l'Algérie, on se demande bien il y a peut-être une histoire de gros sous derrière, ou peut-être une pression pour que l'Algérie signe encore avec la mafia des hydrocarbures, à savoir Total et, il faut bien l'avouer, la Sonatrach, parce que s'il y a un corrupteur, il y a un corrompu, et ils sont encore en place, ces corrompus. Et à cet égard, Rachid Nekaz, alors qu'on aime ou n'aime pas, a raison de matraquer toutes ces vidéos en parlant, en donnant des noms, des chiffres aussi, des montants de corruption. Bonjour Monsieur Bedjaoui, bonjour Haddad, bonjour aussi à Shakib Khalil, dont je pense à un moment Bouteflika voulait en faire son successeur. Rendez-vous compte ce à quoi on a échappé. Bref. Parler de ces deux-là, pourquoi? Parce qu'on semble vouloir dire réduire la littérature algérienne, ou les personnalités algériennes, à ces deux gugus qui sont pour moi tout simplement des supplétifs, des collabos de la plus basse espèce. Donc, avec cette littérature de pissotière, qui n'ont jamais rien vu de noble dans l'Algérie. Je vais prendre alors, par exemple, Sansal. Sansal, qui je ne sais pas comment il a fait pour pouvoir cacher aussi longtemps sa détestation contagieuse, qui le démangeaison de l'Algérie, qui le démanger de l'Algérie. Je ne comprends pas comment les Algériens, qui en général ont le nez creux, ressentent les choses, n'ont pas vu cette espèce de truand qui était en place pour travailler avec ses maîtres et qui avait décidé, à partir de quand, je ne sais pas trop, de travailler contre l'Algérie, alors que l'Algérie l'a engraissé. Il s'est nourri de l'Algérie, il a sucé le sang donc de l'économie algérienne, avec son ami Abdeslam Bouchouareb, sur lesquels d'ailleurs il faudrait enquêter un petit peu. Je reste persuadé qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a une espèce d'une compatibilité corruptrice entre les deux. Il y a un truc comme ça. Bref, comment les gens de Boumadès n'ont pas vu et cet homme dans l'économie qui travaille contre l'Algérie. Ça, alors, il a cru bon, effectivement, en permanence détester l'Algérie, en permanence les Algériens, leur culture et leur histoire, n'en déplaise à certains, mais un mec qui remet en question quasiment un tiers de l'Algérie, c'est qu'il y a un problème psychologique, il y a un problème effectivement de dégénérescence des neurones, nourris par cette haine, etc., en remettant en question la géographie. Je ne vais pas revenir sur toute cette géographie, quoique, plus tard dans la vidéo. Et alors, il a vu effectivement que des Algériens qui seraient des collabos ou qui auraient négocié avec des nazis, puisque dans le village de l'Allemand, je crois, un de ces torchons, il sous-entend que l'Algérie, pour pouvoir désélectrifier, vous savez, les deux colonnes électrifiées, la colonne Chal et la clôture Chal et Maurice, celle qui empêchait les Algériens de passer soit au Maroc, soit en Tunisie pour récupérer des armes ou se cacher, ils ont fait appel, effectivement, à des agents de l'Est, mais pas des nazis. Alors, ces maîtres ont voulu, quelque part, mettre du nazisme, c'est les Algériens et leur résistance. Vous voyez un peu à quelle fin. Par exemple, le tremblement de terre terrible de Boumerdès qui a fait 3000 victimes n'intéresse pas Boumerdès, n'intéresse pas Sansal, parce que les Algériens meurent, ils s'en fichent finalement. On s'étonne qu'il n'ait pas communiqué là-dessus. Alors, juste à cet égard, pour se débarrasser du serpent à plumes, momentanément, je disais simplement que si on écoute Driancourt, il lui donne 80 ans. Mais à chaque apparition de Driancourt, Sansal prend 10 ans. Donc aujourd'hui, il a à peu près 200 ans. Voilà. Non, ce qu'il a pris, c'est 5 ans cash, sec. Ça, on en est sûr.
Alors, il aurait pu, par exemple, s'il avait un peu de talent, évoquer, par exemple, le grand Abdelrahman Farès. Abdelrahman Farès était un monsieur qui a fait la Première Guerre mondiale, d'ailleurs. La Première Guerre mondiale pour la France. Hein. Mais il s'aperçoit que, quelles que soient les concessions et le sacrifice, la France ne lâche rien. Donc, Abdelrahman Farès va adhérer au FLN et il sera le premier président de l'exécutif algérien à Boumerdès, à Rocher-Noir, justement. Le Rocher-Noir, c'est le nom d'un sommet à Boumerdès, où le bureau provisoire, j'ai envie de dire, de la présidence provisoire de l'Algérie s'y trouve, et c'est lui un peu qui est là. Alors, pourquoi ne pas écrire sur cet homme-là? Mais non, puisque seigneur, c'est un seigneur, Abdelrahman Farès, a écrit lui-même ses mémoires, il a écrit sur l'Algérie, il a écrit sur la période de la Révolution, mais peut-être que le prétendu écrivain, l'écrivain imaginaire, sans ça, il aurait pu écrire quelque chose là-dessus. Rien sur la tragédie de Boumerdès, rien sur Abdelrahman Farès. Alors, mais Dieu merci, Abdelrahman Farès a eu un enfant prodigieux, qui hélas nous a quittés aussi, qui s'appelait Nabil Farès, que beaucoup doivent connaître. Nabil Farès est un prodige. C'est un prodige parce que à Boumerdès, il n'y a pas que du sang sale, non. Il y a du sang propre, il y a du sang noble, il y a de la grande, il y a du sang bleu, comme on dit. Et il y a Nabil Farès, le fils d'Abdelrahman Farès, qui va être un type qui va travailler avec Germaine Tillon, cette femme qui a collaboré avec l'indépendance de l'Algérie, qui a travaillé autour de l'ethnologie du côté des Chaouis. Eh bien, il va collaborer avec elle notamment autour d'un thème qui est un thème qui s'appelle l'ogresse dans la culture berbère algérienne, et qui parle de l'ogresse, autrement dit le roula, l'imaginaire dans cette culture-là. Il va écrire autour de ça, mais ça s'arrête pas là. Il est sociologue aussi, Nabil Farès. Il va passer une thèse de philosophie sur l'immense philosophe Merleau-Ponty. Il va aussi travailler autour d'une thèse avec Monsieur Lévinas, le psychanalyste. Voilà un grand homme. Mais Nabil Farès, c'est pas ça. C'est puisqu'on nous parle beaucoup de sang sale, etc. Nabil Farès a laissé une œuvre monumentale, littéraire, monumentale, intelligente, subtile, qui ne crache pas sur l'Algérie. Au contraire, il invoque l'Algérie dans sa grandeur, dans sa diversité, avec beaucoup de réussite. Il a écrit plus d'une dizaine de livres qu'on ne lit pas. Donc lisez Nabil Farès. Nabil Farès est aussi un poète. Nabil Farès est aussi un homme de théâtre. C'est un penseur, et il a un grand-fils digne de son père qui fut un grand résistant, Abdelrahman Farès. Je voulais aussi vous évoquer cette partie-là, donc de l'Algérie, de Boumerdès, parce qu'on voudrait essentialiser la littérature algérienne à ce résidu, à ce machin qui aujourd'hui crache sur ceci et sur cela. Voilà, pour un pays qui lui a donné à manger, qui l'a fait grossir, hein. Il a pu dire, tu as bouffé, mais j'ai bien rempli mon ventre sur l'Algérie, et maintenant je crache sur ce pays-là. C'est pas très digne. Quelle valeur morale on peut prêter à ce genre d'individu? Bref, petite parenthèse, avant de passer du côté de l'autre, du fox terrier à poil ras qui est Douda, la puce, celle qui ronge, hein, voilà, Douda, qui ronge à tous les râteliers, hein, parce que ces mecs-là bouffent à tous les râteliers. Juste une petite parenthèse. Je suis très content qu'on découvre, très content, que le Front National envoie son vrai visage, sa vraie gueule, comme on dit, de crapule, de corrompu, avec le scandale de plus de 4 millions d'euros en Europe, mais aussi 4 millions encore ici en France, où ils ont effectivement gratté l'argent public, ceux-là même qui crient tous les jours que les aides sociales, ceux qui grattent sur la société, ruinent la France. Et puis, en même temps, un autre, Julien Audoul, celui qui avait agressé une femme maghrébine parce qu'elle portait le voile au conseil régional où elle accompagnait une école. Elle faisait œuvre de république. Elle faisait république, cette femme. Il l'a littéralement brutalisée en plein conseil régional, mettant en avant les grandes valeurs de la République, la laïcité, Cet homme n'a jamais lu celui qui a eu la première chaire de laïcité en France, au Collège de France, à savoir Jean Bobéro. Cet homme, ce Julien Audoul, ne sait rien de la laïcité, il ne connaît même pas l'histoire de la laïcité. Je ne sais même pas s'il sait que c'est le gouvernement d'Aristide Briand qui a travaillé autour de ça. Mais cracher sur l'islam ou une femme voilée, il sait le faire. Je suis très content qu'il soit mis en examen pour détournement de fonds comme ses compatriotes. Fermons la parenthèse brièvement. J'aimerais aussi passer donc de l'autre côté, du côté de Mostaganem.
ville près de laquelle est né donc l'autre fox terrier à poil ras, l'autre serpent à lunettes, l'Hnesh, les Zaran, hein, l'autre qui est né du côté de là. Alors lui, rien sur Boumerdès et sa région. Alors Boumerdès rappelait quand même qu'en 1833, un certain général Desmichael, français, en 1833, avec 1400 hommes, va détruire les sites historiques de Mostaganem, détruire tout. Eh bien, autour de ça, il aurait pu écrire une histoire, Daoud. Non, il préfère aller butiner dans la vie privée d'une jeune femme qui a été victime donc du terrorisme et qu'on a essayé d'égorger. Il a été dans l'alcôve un peu comme une espèce de violeur, c'est ce qu'il est, enfin, sur le plan symbolique. Il a violé l'intimité de cette femme. Mais lorsqu'il écrit ce livre, on peut dire qu'il revient sur l'histoire de cette jeune fille qui était très jeune à l'époque, et un homme qui va, dans l'intimité, violer cette intimité d'une jeune fille, ça a un nom. Ça commence par un P, ça finit par Philly. En cela, j'ai envie de dire que sur le plan littéraire, pour moi, hein, Sansal se rapproche de Gabriel Maznef, le pédophile notoire. Il y a quelque chose comme ça quand on va puiser dans le lit d'une gamine victime du terrorisme et qu'on va chercher dans sa villa et jusque beaucoup plus tard, il y a d'une indécence crasse et l'histoire de viol est plus que symbolique. Voilà. Alors, qu'importe cet écrivaillon, dont la littérature, et moi qui en ai un peu lu, enfin comme vous, ça ne vaut à rien, absolument rien. Quant à son écriture journalistique, c'est plus que zéro. C'est bidon. Je vous expliquerai un jour pourquoi j'en arrive à cette conclusion. Bref, alors, Mostaganem se passe de lui, puisque là-bas, il y a eu un immense écrivain qui s'appelle Habib Tangour. Habib Tangour a écrit plusieurs livres, notamment un qui s'appelle Les gens de Mosta. Les gens de Mosta comme Mostaganem. Et alors, il revient un petit peu sur l'histoire, la grande histoire de Mostaganem. Et en même temps, dans ces nouvelles-là, il y en a aussi d'autres qui reviennent sur une espèce de rêve perdu qui vient après l'indépendance. En fait, il y a une déception après l'indépendance aussi. En fait, il ne cache rien de son amour du passé, de son attachement à l'Algérie et à Mostaganem, mais aussi de la tristesse de voir que peut-être que la révolution n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc il ne cache rien. Voilà, ça c'est Habib Tangour qui a écrit aussi plusieurs livres, qui est sociologue, évidemment, qui a grandi en France avec un père courageux, etc. Je vous passe sur les détails. Habib Tangour était très proche de Mohamed Dib, qui était très proche aussi de l'écrivain marocain antisioniste Edmond El Maleh qui savait le double jeu scélérat avec Israël de Hassan II. C'est pour ça qu'Edmond El Maleh va se sauver très longtemps du Maroc. C'est insupportable cette atmosphère de trahison de la part du roi entre parenthèses, hein, du dictateur qui s'est mis en place. Donc il y a des photos comme ça, Habib Tangour, qui représente quelque part aussi une unité maghrébine au moins sur le plan littéraire, mais pour ça il faut des grands hommes. Alors, de ce côté-là, de la littérature, j'aimerais ajouter un homme qui est pas très connu, mais que certainement les gens d'Oran connaissent. Il s'appelle Ould Abdelrahman Kaki. Alors, c'est un type extraordinaire. C'est un comédien. Il va presque réinventer le théâtre en Algérie. Il n'est pas le seul, évidemment. Mais ce Ould Abdelrahman Kaki est un homme haut en couleur. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, celui-là, il grandit avec une grand-mère qui va lui raconter des contes absolument étourdissants orientaux sur l'ancien monde, etc. Il est très féru avec cette maman et cette grand-mère qui lui racontent beaucoup de choses. Il a 10 ans, il ingurgite tout ça, ça rentre dans sa tête. Plus tard, il y a son oncle qui s'appelle Mhammar, qui va devenir, Mhammar je crois c'est ça, qui va devenir un chanteur de shabi très célèbre, amateur de mélodie, c'est un mélomane, et il est très proche de son oncle, auprès duquel il apprend la mélodie, il apprend la beauté des mots, l'architecture des mots, etc. Et ça va faire de lui, il va aussi écouter les medahat, les shikhat, qui vont aussi conter des histoires extraordinaires aussi. Tout ça va nourrir le théâtre de Ould Abdelrahman Kaki, qui a écrit à peu près une centaine de pièces de théâtre. C'est un peu le Molière algérien. Ce type est éblouissant et étourdissant. Et de ça, eh bien, Daoud ne s'inspire pas, parce que lui, c'est simplement salir l'islam, salir l'Algérie, détester le pays qui a vu naître son père et sa mère. Rendez-vous compte le fils indigne qu'il constitue. Ce Gugus-là, donc il y a des hommes, il y a Habib Tangour, il y a Ould Abdelrahman Kaki, mais pas que.
Mais pas que. Alors, j'ai envie de dire au sujet de ce théâtre-là, il y en a un autre qui va se nourrir du théâtre de Abdelrahman Kaki, c'est Abdelkader Alloula. Abdelkader Alloula était un immense poète qui a été directeur du TNP, qui sera aussi le dernier compagnon d'Assia Djebar, qui va être assassiné juste après le regretté Hesni. En 1994, Abdelkader Kader va être assassiné par un cinglé, voilà, par une ordure, va assassiner ce grand homme de théâtre. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit chez Actes Sud, magnifique, au sujet pour rendre hommage à Abdelkader Alloula, qui s'appelle En mémoire du futur. Nous ne t'oublierons pas. Et alors, beaucoup de gens ont écrit sa compagne, Assia Djebar. Il y aura aussi le poète marocain Rabah Belamri, rahimahullah, parce qu'il est décédé aussi. Il y aura aussi Nabil Fares, dont je parlais tout à l'heure, littérature, aussi, il a rendu cet hommage. Il y aura aussi, j'oublie aussi ce sociologue français très célèbre qui a beaucoup écrit aussi autour de l'Algérie. Bref, c'est un livre hommage très riche qui rend hommage à Abdelkader Alloula. Alors, voilà, ce livre-là a été étudié à Actes Sud, en mémoire du futur pour Abdelkader Alloula, où beaucoup de gens lui ont rendu hommage. Il y a une dizaine d'auteurs qui rendent hommage à Abdelkader Alloula. J'aimerais revenir sur celui qui l'a peut-être donné envie de faire du théâtre, revenir sur Ould Abdelrahman Kaki. Abdelrahman Kaki, comme je vous le disais, lorsque son oncle Ammar, immense chanteur de Chabi, chantait, il se cachait un peu pour écouter cet homme-là. Il se nourrissait, parce qu'il avait que 10 ans, on est en 1948 à peu près, il se nourrissait de cette poésie, de ce chant Chabi pour préparer son avenir de poète et d'homme de théâtre. En cela, il me rappelle, vous vous souvenez certainement de l'otage franco-colombienne Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt qui racontait aussi lorsque ses parents étaient ambassadeurs à Paris, famille très riche au départ avant de devenir otage des FARC en Colombie, elle racontait que lorsque ses parents recevaient beaucoup de monde, des gens très très importants, eh bien elle n'allait pas dormir. Elle se cachait sous le piano et elle a dit toutes ces conversations entre gens importants, écrivains, venus de partout voir mes parents qui étaient ambassadeurs, eh bien m'ont beaucoup enrichi. En cela, c'est pas le même monde, c'est pas la même époque, mais j'imagine donc aussi notre merveilleux homme de théâtre, ce Molière algérien, Abdelkader Kaki, qui devait se cacher aussi, pas derrière un piano, mais peut-être là, pour aussi écouter des histoires de grands qui vont le nourrir. D'ailleurs, à cet égard, petite parenthèse, lorsque Ingrid Betancourt est prise en otage, eh bien, je me souviens, j'étais à Paris à l'époque, et il y avait un grand portrait d'Ingrid Betancourt qui était installé sur le parvis de la mairie de Paris. Ensuite, à peu près à la même époque, il y a eu aussi le soldat israélien Shalit, vous savez, le soldat Shalit, qui avait été pris en zone otage en Palestine, alors que cet homme était né en Israël, israélien, mais comme il est venu en France, c'était un franco-israélien, et il avait droit à la mansuétude, à la reconnaissance des Français, il avait droit aussi à son portrait. Dans le même temps, il y avait un autre franco-palestinien qui s'appelait Salah Hamouri, qui était lui emprisonné illégalement par Netanyahou et Sharon, et pour lui, il n'y a jamais eu de portrait sur la mairie de Paris. Bref, refermons cette parenthèse, chers amis.